Bonjour à tous et bienvenue. Bon, j'espère que ça va. Le marché est difficile à lire en ce moment. On a eu beaucoup de discussions avec l'équipe Medusa. Là, ça a été compliqué de trouver un biais en ce moment. On a pas mal d'éléments qui sont assez contradictoires. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. On va essayer de regarder ensemble ce qui pourrait nous dire qu'on est sur une zone de lancement et qu'on pourrait aller beaucoup plus haut, ou alors sur une zone plutôt de prise de profit avant une correction imminente. Lors de la précédente vidéo, hein, je vous avais parlé de ces inflows voilà, des ces inflows sur les plateformes d'exchange et notamment ici sur Bitfinex. On avait beaucoup de BTC qui avaient été déposés sur la journée, en l'occurrence du 23 avril, donc il y a une semaine. C'est assez logique que du coup le prix consolide autour de ces niveaux, hein. Depuis le 23 avril, vous voyez que globalement, 23 avril, on était là, on était à 93 000 $. On est en train de travailler cette zone. Est-ce que c'est du coup justement cette distribution? Est-ce que cette distribution c'était plutôt une prise de profit partielle, ou est-ce que c'était réellement bah, un début de retournement? C'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a pas mal d'éléments, donc accrochez-vous bien. On va essayer de faire le plus synthétique possible. Donc ici on est sur Bitcoin en daily, on est à 94 890 $ à l'heure où on se parle, et on est clairement dans un range. Si je vous affiche ici les liquidités, vous le voyez clairement, on a une borne haute qui est ici positionnée à 95 700 $ et une borne basse ici à 91 660. Ok, donc ce qui va se passer à l'intérieur, honnêtement, ça a assez peu d'importance. Si on croit dans une distribution, on va essayer plutôt de prendre des profits sur les 95 500 $. Et si on a envie de se positionner à l'achat et de reprendre des positions, on va essayer de se positionner aux alentours des 92 000 $. Ok, donc nous, ces derniers jours, justement, on a pris des profits sur la montée entre 94 et 95 000 $. Honnêtement, moi, c'était surtout sur les journées du 23, 24 et 25 avril que j'ai pris des profits. Là, je vois le marché qui latéralise pas mal. Donc finalement, c'est assez intéressant parce que on aurait pu penser que justement après une si forte montée, on serait rapidement venu chercher le travail de justement cette zone d'imbalance, hein, donc de déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc au niveau, faire un retest globalement de notre dernier point haut à 88 700 $. Et on l'a pas fait. Donc on va essayer de regarder ce qui s'est passé. Alors déjà, on a une très très forte poussée haussière au niveau des ETF. Donc là, on parle de plusieurs centaines de millions, hein, en l'occurrence 387 millions sur la journée du 21, puis on a fait 2 journées à quasiment 1 milliard de dollars d'inflow, les 22 et 23 avril, alors forcément, ça a bien contribué à empêcher la chute, parce que quand vous avez autant d'inflow, c'est des ETF spot, donc ça veut dire que vous devez avoir des réels achats spot de la part de BlackRock, de Fidelity, de ARK, etc. Et là, vous voyez que, notamment, ça a été fortement drivé par BlackRock, qui, ne serait-ce que sur la journée d'hier, vient encore d'imprimer pratiquement 1 milliard de dollars d'achat sur les ETF Bitcoin. Ok, on a par contre pas mal de sorties sur les autres ETF, mais globalement, on atteint 600 millions d'inflow. Alors ça, c'est hyper intéressant. Vous savez que les BlackRock et les Fidelity, etc., quand ils achètent du Bitcoin, c'est parce qu'ils l'achètent pour leurs clients. Alors ils achètent aussi en fonds propres, hein, ils sont capables d'acheter via leurs produits, mais ils achètent globalement pour leurs clients. Et donc ici, ça veut dire que vous avez soit des gros portefeuilles, soit des petits portefeuilles, hein, n'importe qui achètent du Bitcoin en masse. Et ça entretient cette pression haussière qui fait qu'on arrive très très peu à avoir de retracement. Si ici on vient se placer en 4 heures, vous voyez que la price action, dès qu'on a le moindre dip, le moindre creux, on est racheté tout de suite, on repart à la hausse. Vous voyez, on n'arrive pas à venir chercher réellement des nouveaux points bas, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez différent à ce qu'on avait repéré ici. Donc moi ici, si vous vous souvenez, je vous avais dit à 80, alors on était à 94 000 $, ici je me souviens très bien, on était sur les mêmes niveaux, mais ici je vous avais dit non mais là, c'est pas bon, faut sortir. Pourquoi? Parce que ici vous aviez ici un gros niveau, et vous voyez qu'on rebondissait sur ce niveau, ok? On faisait comme ça des rebonds sur ce niveau.
Et ça, c'est quand même pas bon parce que une fois, deux fois, trois fois, ça va. Mais plus on tape un support, plus il a de chances de breaker. Ok? Et ça marche pareil avec les supports. Et ici, vous voyez que, idem, on a une grosse ligne et vous voyez que, bon, ici, on n'est pas vraiment venu la chercher, mais ici, on est en train de faire des rebonds comme ça. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est possible qu'on ait un retournement, mais ce qu'il faut se dire, c'est que plus on travaille justement cette zone des 95 000 $, plus il y a de chances qu'on vienne partir à la hausse et faire la contrepartie de ce qu'on avait fait juste là. Hein. Ici, on avait fait un gros mouvement, ici, c'est possible qu'on fasse un gros mouvement, qu'on vienne récupérer, on était venu récupérer tout le bloc de liquidité qui était là, c'est possible qu'on vienne récupérer tout le bloc de liquidité qui est là, et donc on vienne se positionner à peu près ici, au niveau des 104 000 $. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Donc, on va essayer de regarder ce qui appuie cette possibilité-là, ou savoir si on n'est pas dans une zone comme on a pu être juste ici, avec un travail ici au niveau du même niveau, toujours, travailler, et casser, repartir à la baisse. Bon, vous voyez que c'était assez différent, parce qu'ici, on avait justement un niveau, et on rebondissait ici. Ok? On a rebondi plusieurs fois sur ce niveau. Ça, c'est un schéma type de distribution. Et ici, on est plutôt sur un schéma type de réaccumulation. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est justement qu'avec cette pression haussière qu'on a sur les ETF Bitcoin, il est peu probable qu'on ait des dips profonds. Et ça, c'est corroboré notamment par l'order flow. Alors, je l'ai juste ici. L'order flow, vous voyez qu'ici, on a eu une reprise globale assez constante de l'open interest. Donc ici, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au marché, qui décident de prendre position à l'achat, à la vente, etc. Donc ici, depuis les 75 000 $, le 9 avril, donc sur quasiment 3 semaines, on est sur une augmentation constante de l'open interest. Donc ça nous invite à penser qu'on a de plus en plus de personnes qui décident de prendre position, qui s'intéressent, et ça veut dire qu'on crée de la liquidité. Donc ici, on a des liquidités, si on casse, on a des short vendeurs. Ici, si on breakait, ben, on avait des liquidations longues. Et ici, ça nous invite à penser que justement, on serait potentiellement sur une zone de prise de profit. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez que on a une augmentation un peu forte de l'open interest. Bon, ça reste encore assez mesuré, hein, honnêtement. Hein, si on regarde dans le passé, vous voyez que on a pu être quand même beaucoup plus haut par le passé. Ici, on a une augmentation qui est quand même assez mesurée. Et d'autant plus que ici, si on zoome un petit peu sur les dernières bougies, vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'on a des baisses, ok, sur cette zone-là, bah vous voyez qu'ici, l'open interest, il réduit très fortement. Ça veut dire qu'ici, on a quand même beaucoup de personnes qui décident, à la moindre petite baisse, de liquider globalement beaucoup de leurs positions. D'accord? De plus, vous voyez qu'ici, on a pas mal de funding négatif. Les taux de financement aussi négatifs, ça nous invite à dire que bah, l'euphorie, elle est quand même pas totalement là. D'accord? On a une euphorie qui est grandissante. Hein. Si ici, je vous montre le crypto Fear and Greed, on est repassé à 60%. Vous voyez qu'ici, globalement, on stagne autour des 50-60% d'euphorie. Donc c'est pas rien, honnêtement, on est remonté assez vite sur les niveaux d'euphorie. Forcément, ça nous invite à penser que potentiellement, on est sur une zone de prise de profit. Ok. Ici, par contre, sur les contrats dérivés, on était en tout cas au début plutôt négatif. Ok. Donc finalement, pas tant d'euphorie que ça. L'indicateur que je regarde également super souvent, c'est ici ce que vous voyez tout en bas, c'est les top traders, les positions des top traders. Est-ce qu'on est plutôt sur des longues ou plutôt sur des shorts? Et là, en l'occurrence, on est plutôt sur des shorts, enfin de la prise de profit, voire des shorts. Ok. Ici, vous avez plutôt des top traders qui pensent qu'on va faire un mouvement baissier, soit pour faire ça, soit pour vraiment aller chercher plus bas. Mais en tout cas, il y a un consensus pour sur les prochaines heures, jours, on devrait retrouver des niveaux plus bas. Et ici, vous le voyez parce que justement, si vous regardez ça, alors je vais vous le mettre ici, hop, si vous regardez cette ligne-là, à chaque fois qu'on l'a atteint, bah, c'était pas vraiment bon signe, en tout cas pour les acheteurs. Vous voyez qu'ici, on l'a atteint ici, mais globalement, vous voyez qu'il y a une certaine
un certain décalage, c'est-à-dire que ici, on a atteint les niveaux très bas de prise de profit dès ici. Ça ne nous a pas empêché de faire un mouvement haussier. Ok. Ici, vous voyez que par contre, on avait atteint les niveaux assez bas et hop, on a fait la petite structure dont je vous parlais et on est venu casser à la baisse. Ici, idem, on est venu faire pareil. Ok. Donc il y en a plusieurs, mais ce qu'il faut regarder, c'est quand même que dans les zones de tendance, quand on est en tendance et quand on n'est pas dans une phase de range, on va avoir justement des zones de prise de profit qui sont atteintes rapidement sur cet indicateur et qui restent, si je retire cette ligne-là, qui restent assez bas pendant quand même longtemps. D'accord ? Ici, vous voyez que globalement, entre ici et, on va dire ici, sur toute cette zone-là, vous voyez qu'ici, on est resté très plat dans des zones rouges de prise de profit. Donc ça veut dire que ça ne nous empêche pas de remonter. Et ça, c'est justement quelque chose qui a été un peu compliqué dans nos discussions avec l'équipe, parce que ici, justement, il faut savoir si on est plutôt dans une phase de range, parce qu'on semble être dans un gros range. Si je vous montre sur l'analyse technique, vous voyez qu'ici, on était sur un gros range ici, et que là, on pourrait tout autant être sur un range comme ça, vous voyez ? Donc ici, si on est sur un haut de range, et qu'on a justement cette structure ici, on pourrait se dire, finalement, on va à minima revenir sur un mid-range. Ok ? Si ici, je vous indique, le mid-range, il est là, donc il est pile poil sur la confluence de notre zone, sur notre market structure shift, notre MSS, ici à 87 000 $. On pourrait très bien se dire qu'on va y retourner, prendre appui et repartir à la hausse. Ok ? Cependant, si on repart dans une tendance, vraiment dans une vraie tendance haussière, je vous le rappelle, soutenue par les ETF Bitcoin, on pourrait justement être comme on était juste là, ici, dans cette zone-là, lorsqu'on était à 76 000 $, puis on va partir fortement à la hausse. Alors on va essayer de regarder ce qu'il en est. Ici, si vous regardez au niveau du short-term realized price, donc le prix réalisé par les holders de moins de 155 jours, vous voyez que on vient de reprendre le niveau juste là, ok ? Donc ici, c'est justement assez bon signe, ça veut dire que même les holders de court terme commencent à être en profit, et ça c'est plutôt bon signe parce que ça permet justement de regagner un peu en confiance, que les personnes reprennent position, réinvestissent, et régénérer un mouvement haussier. Vous voyez que sur le précédent mouvement haussier, c'était justement quand on était venu s'installer un peu plus régulièrement au-dessus de ce prix qu'on avait commencé à prendre de la force pour repartir. Ok ? Donc ça, c'est potentiellement un bon signe et quelque chose qui nous dit que potentiellement, on va partir sur une tendance haussière. On va regarder ici. Ici, c'est justement la comparaison entre les holders de court terme et les holders de long terme. Vous voyez qu'ici, on a systématiquement des phases de pré-bull run, on va dire, ok ? Donc, des phases de retracement du mouvement baissier précédent, sur lequel on va avoir globalement un petit combat entre des holders de court terme, des holders de long terme. Alors ça, c'est assez significatif. Je vois souvent parler holders de court terme, holders de long terme, sauf que quand vous avez des phases de range qui durent des mois, 155 jours, je vous rappelle que c'est globalement 6 mois, même un peu moins. Forcément, quand vous êtes holder depuis 6 mois, on vous considère comme un holder de long terme. Bon, 6 mois, c'est quand même pas très très long. Ça veut dire quelqu'un qui a acheté globalement au moment de l'élection de Trump. Il est déjà considéré comme un holder de long terme. Ok ? Donc ici, ce qu'il faut se dire, c'est que très vraisemblablement, on est dans une zone de pré-bull run, comme on avait pu avoir entre septembre 2014 et avril 2017, où on a justement des grosses phases d'accumulation. Donc on a une grosse phase d'accumulation au moment du bear market par les holders de long terme. Puis ici, une première arrivée de holders de court terme, donc c'est-à-dire probablement les mêmes holders de long terme, mais qui décident de remettre du cash pour racheter les dips. Ok ? Puis il n'y a plus de nouvelles injections de cash, et donc on repart un petit peu à la hausse sur ce graphique-là, puis idem à la baisse, nouvelle injection de cash, les bitcoins changent de main, etc., jusqu'à avoir un point d'inflexion sur lequel
on a réellement la phase parabolique qui démarre, hein, vous l'appelez comme vous voulez, la banana zone, la phase exponentielle, retail, etc., où on a beaucoup de gens qui arrivent, et là, hop, on libère énormément de profits, on a tous les holders de long terme qui vendent, on a beaucoup de personnes qui achètent, les bitcoins changent de main très fréquemment, ça prend des profits, ça réinvestit, enfin bref, il y a beaucoup de mouvements, et donc beaucoup de bitcoins sont considérés comme détenus par des holders de court terme. Ok, vous voyez qu'ici, on a eu la même phase. Bear market, ici, des petites vagues. Ok, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et hop, un point d'inflexion globalement ici, on l'avait eu aux alentours des 13 000 dollars. Et hop, on part à la hausse fortement, on vient réduire cette zone-là, on vient réduire cette courbe-là, et hop, on repart. Et là, c'est pareil, une grosse phase au niveau du bear market. Bon, je vous refais pas l'histoire, mais là, on est sur une zone typiquement où bah, on est en train de faire ça, on est en train de faire des petites vagues, des petites descentes, remonter sur les différentes zones d'accumulation, et on pourrait être donc assez proche, ne serait-ce qu'en termes de temporalité, hein, je vous montrerai ça juste après, mais autour de cette zone justement d'expansion assez puissante. Et donc si on rentre justement en tendance, encore une fois, soutenu par les ETF Bitcoin, hein, je vous le rabâche, hein, mais c'est important. Ici, on pourrait être donc sur une phase de lancement, comme on a pu avoir juste là. Ok, et donc ici, partir un peu plus fortement à la hausse. Et venir en fait venir faire FOMO tous les investisseurs qui ici attendent justement un retour sur cette zone qui est attendue par tout le monde. Et c'est ça aussi qui me fait me dire de mon côté, à titre vraiment personnel, qui me fait me dire que potentiellement on n'atteindra pas cette zone parce que j'ai quand même tendance à penser que la foule se trompe à chaque fois. Ça a été le cas tout le temps, hein. Ici on parlait de bear market, on disait retour au 72. Tout le monde parlait d'un retour au 72K. Je vous l'avais dit en vidéo plusieurs fois, hein, je vous invite à regarder les anciennes vidéos, mais je vous l'avais dit plusieurs fois, il est très peu probable qu'on atteigne 72. Soit on va exploser ce niveau des 72, on ira beaucoup plus bas, soit on s'arrêtera avant. Et il y a de fortes chances avec les indicateurs qu'on ait qu'on s'arrête avant. Et ben ça n'a pas loupé, on s'est arrêté juste avant au niveau des 75 000 dollars. Et là on est reparti à la hausse, et forcément, si ici on attend les 87 000, il y a peu de chances qu'on l'atteigne. Et c'est pour ça qu'il va pas falloir être gourmand si jamais on veut reprendre position. Ok, donc on va continuer notre analyse. Ici, au niveau justement du P-Cycle Top Indicator, on est en train de retrouver les niveaux justement de la borne basse de ce canal. Ça pareil, c'est assez bon signe, hein. À chaque fois que on l'avait repris, qu'on avait commencé à s'installer réellement dessus, on était reparti en expansion. Et en tous les cas, cette zone-là, moi, c'est quelque chose que je vais très fortement regarder. On l'avait lors du précédent bull run, ça nous a indiqué le top, le premier top, celui qui était le plus important, avec la grosse zone de distribution, de prise de profit là-haut. Donc honnêtement, c'est quelque chose que je vais surveiller, et bien entendu, je vous l'indiquerai dans les futures vidéos. Au niveau des comparaisons, vous voyez qu'ici, justement, si vous regardez par rapport au halving, on est en train de former un très joli W, et quelque chose qui pourrait justement nous pousser un peu plus haut. Et si ici on regarde par rapport au bottom, et ben justement on pourrait venir un petit peu reprendre de la force par rapport au précédent cycle qu'on a pour le moment plutôt bien collé. Alors effectivement, avec le crack Covid et l'impression monétaire très violente, on avait eu un cycle de 2020-2021 qui avait été très puissant et très rapide, tandis que le cycle de 2016-2017, lui, avait été beaucoup plus long, puisque l'impression monétaire était beaucoup plus lente. Et actuellement, justement, cette impression monétaire, elle est plus lente que ce qu'elle a été par le passé. Ici, je vais vous l'indiquer juste là. La liquidity, hop, je vais vous mettre les deux indicateurs que je regarde. Le premier, c'est cet indicateur de liquidité. Alors, on va pas le mettre tout de suite, celui-là. L'indicateur de liquidité mondiale sur les impressions des banques centrales, des principales banques centrales du monde, vous voyez qu'on imprime des records de plus en plus. Alors ça, c'est fortement lié au fait qu'on a la banque centrale chinoise qui est en train, la Bank of China qui est en train d'imprimer très fortement des billets, hein. On a vraiment une stimulation très forte de l'économie. Ils ont envie de sortir un petit peu de la crise qu'ils ont pu avoir sur les marchés actions sur les dernières années. Donc ils stimulent énormément leur économie. Okay, et justement ici, c'est en train de repartir à la hausse. Et sur la réduction du bilan de la Fed, si ici on regarde uniquement justement ce bilan de la Fed, vous voyez qu'ici il est en train de stagner. On a
depuis ce fameux 1er avril qui avait été annoncé comme étant la fin du QT, donc du quantitative tightening potentiellement, et là on est en train de se dire que peut-être que effectivement on serait sur la fin du QT au niveau de la Réserve fédérale américaine. Vous voyez que c'est ça qui avait vraiment empêché c'est ça. C'était un des facteurs qui avait fortement empêché la hausse parabolique du Bitcoin sur les derniers mois. Ici, vous voyez que à chaque fois, on réduisait la liquidité. Globalement, ça veut dire que le bilan de la Fed peut acheter, ils avaient fait lors du Covid une politique de rachat d'actions. Donc, ils avaient directement sur les marchés acheté des actions, du Amazon, du Apple, etc. Enfin, un peu de tout. Et ici, ils avaient décidé de réduire leur bilan, donc de vendre les actifs qu'ils détenaient. Forcément, quand vous mettez une pression baissière sur les marchés financiers, vous limitez fortement la hausse. Okay, donc ici, on pourrait avoir justement, en tout cas, une respiration, puisque là, en tout cas, on n'a plus de baisse. Est-ce qu'on est justement sur une phase de stagnation avant une reprise du QE et donc une réimpression monétaire? On ne le sait pas à ce stade, mais en tout cas, cette respiration, elle donne justement beaucoup de souffle sur les marchés à risque, d'autant que justement, ici, vous voyez, on va faire un point sur la partie dollar. Vous voyez qu'ici, on est sur justement une tendance baissière sur le dollar, c'est-à-dire qu'ici, on a justement, alors je vais retirer tout ça, on a justement ici une cassure de ce principal support au niveau des 100 points sur le DXY. Donc au niveau du dollar, on a quand même beaucoup moins de force. La politique de Trump n'est pas vraiment pro-dollar et on a des chances que le dollar continue à baisser. Et quand vous êtes investisseur, si vous avez vos dollars qui baissent, alors vous pouvez décider de vous réfugier sur une autre monnaie fiat, mais vous pouvez aussi tout simplement acheter quelque chose avec vos dollars, d'accord? Parce que quand on dit le dollar monte, le dollar baisse, en fait c'est tout simplement que quand vous achetez de l'or, vous vendez des dollars pour acheter de l'or. En fait, vous achetez de l'or et donc vous perdez vos dollars pour acheter de l'or. Ok, et donc typiquement l'or va monter et le dollar va baisser. C'est le principe basique, et je suis désolé de revenir sur des notions aussi évidentes, mais c'est quelque chose que j'entends pas assez souvent, et justement ici quand le dollar baisse, ça nous indique aussi que les personnes achètent autre chose que du dollar, avec leur dollar. Et là en l'occurrence, justement, ils repassent sur des actifs à risque. Ok, puisque si on regarde sur les taux de change, ici au niveau des taux à 10 ans, des obligations à 10 ans américaines, vous voyez que ici, on a eu quelques phases justement de remontée. Donc on est sur des phases de range, mais on a des phases de remontée comme ça, où globalement, on est sur une augmentation des taux à 10 ans. Si on augmente les taux à 10 ans, ça veut dire que les personnes se vendent leurs obligations. Typiquement, quand vous essayez de trouver un client pour votre fonds d'investissement par exemple, vous cherchez des clients, vous allez leur promettre un certain rendement. D'accord ? Si vous avez énormément de clients qui sonnent à votre porte, vous allez leur dire moi je vous offre 2% d'intérêt. Et finalement, il n'y a plus personne qui sonne à la porte. Du coup, vous allez dire si vous voulez, je vous propose 3%. Vous allez avoir un peu plus de clients. Si vous leur proposez 4%, vous allez avoir encore plus de clients. Et typiquement ici, quand vous avez une augmentation forte des taux des emprunts à 10 ans américains, ça veut dire qu'ici, les investisseurs demandent de plus en plus de taux importants pour pouvoir se positionner sur les obligations. Ils se disent que moi, à 4,2%, ça ne m'intéresse pas d'acheter une obligation. Je préfère acheter de l'or, je préfère acheter du Nasdaq, etc. Puis si jamais, ici, vous avez les taux qui commencent à monter, ici à 6%, on dit 6% par an, garantie, etc., ça m'intéresse. Donc j'en rachète. Du coup, il y a un équilibre qui se trouve. Et puis, quand ça baisse énormément comme ça, c'est typiquement que les investisseurs décident d'acheter des obligations pour se couvrir. Et ça, c'est justement arrivé entre 2018 et 2020, quand on avait justement le petit marché baissier sur les actions, les personnes vendaient leurs actions et se disaient moi je préfère acheter des obligations, au moins c'est sûr, je me garantis que ça va pas baisser. Et ici, vous aviez justement une baisse du rendement, puisque forcément, quand vous avez une baisse du rendement,
c'est parce que vous avez de plus en plus de personnes qui sont intéressées par votre produit. J'espère que j'étais clair. Voilà, donc ici d'ailleurs si c'est pas très clair, si vous voulez un point spécifique là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc ici, justement, on a des taux américains qui sont assez hauts et qui ont fait une forte tendance haussière. Ça veut dire que finalement, on a pas mal de personnes qui se détournent des marchés risk-off et qui décident de repartir sur les marchés à risque, que sont justement les marchés actions, les marchés crypto, etc. Ok ? Au niveau du sentiment de marché, donc ici sur les Google Trends, vous voyez qu'ici on est toujours très bas, donc on n'a pas de nouveaux acteurs qui sont rentrés sur les marchés crypto, et ça justement, ça vient nous dire que quand je vous parlais justement juste là de justement cette zone d'expansion qu'on allait voir, justement c'est une zone d'expansion qu'on va retrouver quand on aura des retails qui vont arriver. Et sauf que ça arrive à un moment assez imprévisible. Tout le monde disait, bon, ça y est, sur la cassure des 100K, les médias vont en parler, on va avoir beaucoup de personnes qui vont arriver. Alors certes, ça a un petit peu marché, hein, si on regarde, justement, sur la cassure des 100K, on était sur fin novembre, l'élection de Trump, etc. Ça a marché, on a attiré un petit peu de personnes, mais vous voyez que c'est assez vite mort, d'accord ? Justement parce que ça a pas continué cette phase haussière. Au niveau de l'analyse fondamentale, cette semaine, on a des événements qui sont assez importants, hein. Donc cette semaine, on a notamment l'annonce du PIB trimestriel. Donc ça, ce sera demain à 14h30 heure française. On avait 2,4% de croissance sur le trimestre précédent, sur le quatrième trimestre de l'année 2024. Et sur ce premier trimestre 2025, on attend 0,4% de croissance aux États-Unis. C'est très très faible. Honnêtement, ça serait étonnant qu'on ait 0,4%. Hein. Ici, vous avez la courbe justement du taux de croissance américain. Donc on avait des forts taux de croissance sur... non, ça pardon, c'est le PCE, excusez-moi. Voilà. Juste là, on avait des forts taux de croissance ici pendant la période 2023 à 2025. Et ici, donc sur le précédent, on était à 2,4 et on attend 0,4%. D'accord ? Donc pratiquement une récession, d'accord ? Donc la récession est caractérisée par 2 trimestres consécutifs de PIB négatif, hein, c'est ce qu'on avait eu par exemple à partir du deuxième trimestre de l'année 2022, et justement, potentiellement, on serait sur des niveaux-là. En tout cas, le consensus attend 0,4% de croissance. Typiquement, si on est au-dessus de ce 0,4%, ce sera une très très bonne nouvelle. Typiquement, si on arrive vraiment à atteindre des niveaux comparables à ce qu'on avait sur les précédents trimestres, hein, 2%, etc., ça pourrait nous dire que finalement, on a beaucoup de profits, que l'économie américaine se porte bien, et ça, ce serait un très très bon signal pour les investisseurs qui décideraient donc de se dire, finalement, malgré les mots de Trump, l'économie américaine se porte très bien. À l'inverse, si ça baisse, si c'est à 0,4%, à long terme, ça pourrait être un bon signal qu'on soit vraiment en récession parce que ça pourrait forcer la Fed à agir et avoir une procédure accommodante sur les baisses de taux et sur une potentielle procédure de rachat d'actions. Mais là, on en est quand même assez loin. En tous les cas, ici, si on est à 0,4, ce serait quand même un assez mauvais signe parce que ça voudrait nous dire que finalement, les actions ne vont pas bien puisque l'économie ne va pas bien, d'accord ? Ici également une deuxième donnée qui est très importante, c'est le PCE. Le PCE Core, c'est justement l'indice des prix à la consommation des ménages. Vous voyez qu'ici, justement, c'est cette fameuse courbe. Donc le PCE, c'est l'inflation. Sur les produits à la consommation. Donc ici, c'est quelque chose que regarde très fortement la Fed pour justement potentiellement baisser ses taux. Vous voyez qu'ici, on avait des forts taux d'inflation, on était aux alentours des 5% au niveau des États-Unis sur ce PCE, on était venu réduire ici en 2024, c'est ce qui avait conduit justement à une première réduction des taux américains, puis on a stagné, et actuellement, l'inflation stagne également, sauf que sur Trueflation, vous voyez qu'ici, depuis globalement janvier 2025, on est en train petit à petit de réduire cette inflation. D'accord ? Et c'est en partie conduit justement par la baisse également des matières premières, typiquement le pétrole. Ici, vous voyez que la réduction
forte du prix du pétrole. Donc ici, on est quand même venu chercher 54 $ pour le prix du baril de Brent de mer du Nord. Vous voyez qu'ici, on est actuellement sur les 61 $. Potentiellement, ça pourrait nous dire que on a fortement réduit cette inflation et que c'est assez durable et ça peut conduire à ce que Jérôme Powell, président de la Fed, serait donc en mesure de baisser les taux, puisque l'inflation serait maîtrisée, vous connaissez le narratif. Ok, ici justement ce PCE, il est attendu à 2,8% sur l'année. Entre le PCE et Trueflation, on a à peu près un gap de 0,5 points. Ici, quand on était en février, on avait 2,3% d'inflation sur Trueflation. Et on a eu sur le PCE Core, donc en février, donc sur les chiffres de février qui ont été communiqués au mois de mars, vous voyez qu'ici, on était sur 2,8. Ok, donc on a bien un delta de 0,5. Ici, justement, on va annoncer les chiffres qui sont là. Les chiffres de mars, qui seront annoncés en avril et donc mercredi. On est à 1,8%, donc potentiellement on pourrait afficher 2,3% sur le PCE Core. Le consensus, lui, il n'est pas indiqué, mais si on atteint 2,3, on se rapproche de l'objectif des 2% indiqué par Jérôme Powell, justement. Et donc ça pourrait indiquer qu'on est plus en mesure de déclencher une baisse de taux. Et encore mieux, ici, quand on annoncera en mai les chiffres d'inflation du mois d'avril, on est sur globalement 1,5%. Donc on serait à l'objectif des 2%. Si on est à l'objectif des 2%, on pourrait donc déclencher une première baisse de taux. Et c'est justement ce qu'anticipe le marché, puisqu'ici, sur la réunion du 7 mai, donc, qui aura lieu globalement dans une dizaine de jours, on devrait avoir un message de Jérôme Powell comme quoi on ne baisse pas les taux, on reste sur les mêmes niveaux qu'actuellement. Mais par contre, le consensus est en train de tabler sur une probabilité plus importante. La probabilité la plus importante est qu'on ait une baisse de taux sur la réunion du 18 juin, puisque on aurait donc une inflation qui serait en baisse, en dessous des 2%, et une économie américaine qui serait pas au top. Si justement on indique qu'on est vraiment à 0,4% de croissance sur le premier trimestre, et potentiellement ça pourrait nous dire, bon, l'inflation est pas top, il est temps de restimuler l'économie, etc., pour éviter la chute. Ok, et vendredi, on a également une donnée qui est intéressante, c'est justement les créations d'emplois et le taux de chômage aux US. D'accord. Donc avec ça, on aura une photo globale de l'économie américaine. En tout cas, on aura, mais c'est surtout Jérôme Powell qui aura une photo globale de l'économie américaine. Ces trois indicateurs principaux, l'inflation, la croissance et le chômage, puisque vous savez que si le chômage augmente, alors c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains, mais c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs, puisque si le chômage augmente, ça veut dire qu'on est probablement dans une récession plus forte, et donc si on a vraiment cette hausse du chômage, il est temps de stimuler l'économie, et donc une baisse de taux, et donc une politique de rachat d'actions, etc. Et ça, c'est très bon pour les marchés à risque. Ok, au niveau des liquidités, vous voyez qu'ici, des liquidations, pardon. Les liquidations, on a de fortes liquidations qui nous attendent ici au niveau des 95 600 $. Ici, on a quand même beaucoup de positions longues qui se sont construites, même si globalement, vous voyez qu'il y a plus de liquidités à venir chercher au nord. Donc ici, si on regarde justement sur une map, sur une heat map avec l'action de prix, vous voyez qu'ici, justement, on est en train de construire. Ici, c'est en train de s'éclaircir. On est sur un jaune bien, bien clair, avec beaucoup de positions qui sont prises. Donc ici, si on a des liquidités qui se créent à cet endroit-là, ça veut dire qu'on a plus de personnes qui pensent qu'on va partir à la baisse. D'accord. Et donc ça, forcément, ça vient nous dire que peut-être qu'on partirait à la hausse, puisque la majorité des gens se trompent. Donc ici, il va falloir quand même être vigilant. Au niveau des altcoins, on est toujours sur des niveaux qui ne sont pas du tout euphoriques, hein, à part sur le Fartcoin qui a eu une très très jolie courbe haussière.
Donc forcément ici on est venu quand même créer de l'euphorie, hein. Vous voyez qu'ici on est venu globalement faire ici entre les points bas et le point haut un x6. Donc forcément ici vous commencez à avoir des personnes qui pensent que ça y est, on est parti sur la grosse zone d'expansion, ce qui n'est pas impossible en soi, même si globalement ici ce n'est pas un niveau que j'achèterais. Au niveau de l'accumulation, ici vous avez notamment des gros portefeuilles qui commencent à accumuler. Vous voyez qu'ici, pour lire ce graphique-là, c'est un graphique qui est communiqué par Glassnode sur Twitter, sur X, et vous avez ici donc les portefeuilles supérieurs à 10 000 bitcoins, entre 1 et 10 000 bitcoins, et entre 100 et 1000 bitcoins, etc. Vous avez ici tous les types de portefeuilles. Donc les plus gros portefeuilles, les baleines, sont sur la ligne supérieure. Et vous voyez qu'ici, quand on est sur des niveaux, quand on est sur des couleurs bleues, ça veut dire qu'on est sur des grosses zones d'accumulation. Ici, on est sur 0,9 d'accumulation au niveau des baleines. Ça veut dire que ici, depuis globalement cette zone-là, au niveau des 85 000 $, on a des très très gros portefeuilles qui achètent en masse. La dernière fois que c'était arrivé, c'était justement ici, aux alentours du mois d'août 2024, où on avait une grosse zone d'accumulation de la part des gros portefeuilles, qui s'était suivie par une accumulation de la part des moyens et des moyens portefeuilles. Et ensuite, justement, ça s'était fait sur la montée avec une grosse zone d'accumulation de la part des petits portefeuilles pendant la zone de distribution de la part des gros portefeuilles. Ok, donc si vous voulez faire les choses bien, il vaut mieux être positionné quand les gros portefeuilles achètent et vendre quand les gros portefeuilles vendent. Ok, donc ici, ça corrobore la thèse de la montée puissante. Au niveau des RSI globaux sur les cryptos, vous voyez qu'ici on est sur des niveaux normaux, on est sur un RSI moyen à 55,7%. Donc honnêtement, l'euphorie est retombée. C'est aussi pour ça qu'on peut commencer à se repositionner si on le souhaite, si on parie sur un mouvement haussier pour la suite, puisque vous savez qu'on n'achète pas quand c'est dans des zones de surachat, sous résistance. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'indicateurs qui nous disaient prenez des profits. C'est ce qu'on a fait. On a fait très fortement une prise de profit. Honnêtement, je pensais que le marché allait baisser plus fortement, mais là, avec toujours le même, hein, l'indicateur le plus important en ce moment, c'est justement ces impressions énormes de milliards et de centaines de millions sur les ETF Bitcoin. Donc ici, il va pas falloir être trop gourmand. De mon côté, pour le moyen long terme, pour le moyen terme en tout cas, je cible toujours cette zone-là, entre les 130 et les 170 000 $. C'est une zone qui, je pense, pourrait être atteinte au cours de l'été 2025. Honnêtement, ici, c'est justement quelque chose qu'on avait pu repérer sur les précédents mouvements. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on prend les extensions de Fibo du range précédent, ça nous donne ici ces zones-là qu'on a travaillé parfaitement à chaque fois. Donc ici, honnêtement, je pense qu'on pourrait venir se ranger dans cette zone aux alentours de l'été, probablement, voire un peu plus tard. Mais si on part sur une zone d'expansion, on pourrait casser très probablement, très fortement cette zone-là et repartir même carrément plus haut, 250 000 $. Donc honnêtement, ici, choisir son point d'entrée, c'est important. Si vous faites du swing trading et que vous ciblez des zones importantes, que vous pensez, avec tous les indicateurs qu'on a partagés ensemble, que le bull run n'est pas terminé, honnêtement, acheter à 92 ou acheter ici sur un retour aux 89 000, il y a 3000 balles d'écart sur le Bitcoin. Sur les altcoins, ça fait peut-être une différence globalement de moins 10, moins 15%. C'est important, je suis d'accord avec vous, mais ici, il faut quand même être prudent parce que si le prix s'envole et que vous achetez ici, les altcoins auront déjà pris 50% et là, vous divisez forcément votre performance par deux. D'accord ? Si vous achetez après un 50% de hausse, vous divisez votre performance par deux et ça peut être après un peu compliqué à rattraper cette performance. Pas de FOMO, vous le savez. Justement, c'est pour ça que nous, on avait pris des profits parce que pas de FOMO, surtout après une si forte augmentation. Mais là, honnêtement, va pas falloir être trop gourmand et commencer à se repositionner. Alors ici, on est toujours sur les 95 000 $. Vous pouvez être un petit peu plus patient. Mais honnêtement, ici, on a quand même beaucoup de force, beaucoup d'achats
sur le Bitcoin. Et quand vous avez des si gros portefeuilles qui accumulent, ici vous avez des portefeuilles à plus de 10 000 Bitcoins, bah, vous pouvez vous dire que forcément, eux, sur le moindre dip, sur la moindre petite baisse, ils ont des ordres de buy limit et ils vont acheter, 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 acheter. Ok, vous avez de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges, donc vous avez probablement un choc de liquidité qui arrivera, il arrivera un jour ou l'autre, avec très peu de Bitcoin à disposition et des acheteurs qui se battent pour en avoir. Donc c'est ce qu'on avait eu en 2017, hein, c'est ce qui avait fait justement notre zone de parabole. Et potentiellement, bah, on pourrait retrouver ça sur les prochains jours, prochaines semaines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez être accompagné, que ici vous n'avez pas su réellement trouver un biais, quelque chose qui vous parle, etc. Vous savez pas exactement quand est-ce que vous voulez acheter, est-ce que vous voulez prendre des profits, plutôt vous positionner, sur quelle crypto, etc. Donc nous, on accompagne enfin, sur mesure des investisseurs. Donc nous, donc toute l'équipe Medusa, on propose des accompagnements sur mesure, on vous accompagne, on vous propose des stratégies à votre main, vraiment calquées sur votre profil de risque, etc. Et on vous accompagne à chaque fois que vous avez des questions, 7 jours sur 7, via un canal Telegram dédié, privé entre vous et votre mentor. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. Passez une bonne journée.